Ceci est un livre audio autogénéré par Google. À mon épouse, Madame Adia Oumouba, née Diallo. Je te dédie ce témoignage des actions que nous avons menées tout au long de notre vie, pour aider ceux qui avaient des problèmes médicaux, sociaux et des difficultés matérielles. Tu as ouvert notre maison aux réfugiés politiques quittant la Guinée, pendant la dictature du PDG. Tu as reçu à Paris ceux qui n'ont pas trouvé leur place au pays, avec le régime militaire qui a succédé à la dictature. Tu as donné un peu de baume à leurs plaies physiques, psychologiques et morales. Tu as accueilli les orphelins des disparus qui arrivaient en masse, d'abord à Abidjan puis à Paris. Tu les as nourris et apaisé leurs angoisses dans le nouvel environnement inconnu dans lequel ils débarquaient. Ton efficacité discrète et ton accompagnement constant des bénéficiaires de nos conseils ont remonté leur morale. Ils ont permis aux nombreux exilés que nous avons reçus de reprendre espoir, en sachant qu'ils avaient toujours auprès de nous un recours bénévole et des accents aigus et s'intéresser. En leur nom à tous, je te remercie pour eux. Je t'aime de tout mon cœur. À mes camarades du collège de Conakry, de l'université de Dakar, de la faculté de médecine et de l'université de Paris et à tous leurs compagnons anonymes, rescapés ou disparus au camp Boiro. Pour qu'il n'y ait jamais plus ça. Avertissement. C'est quand la chose manque qu'il faut mettre le mot. Henri de Monterland. Sékou Touré a usé et abusé de cette technique de communication politique que lui a enseigné le groupe d'études communistes, qui l'a formé à cette méthode. Il ne reculait devant rien pour avoir et conserver le pouvoir. Voilà pourquoi tous ses discours abondaient en phrases agréables aux oreilles de chaque auditoire auquel il s'adressait. Il a répété inlassablement les mots-clés de sa démagogie inégalable. Peuple, liberté, démocratie, dignité, bonheur. Tout au long de ce témoignage, le lecteur retrouvera souvent les mêmes noms se répéter. Ces femmes et ces hommes ont constitué l'élite intellectuelle guinéenne, sans lesquels la Guinée n'aurait pas voté non le 28/9/1958. Cette élite a joué un rôle d'avant-garde important dans notre lutte pour notre indépendance. Malheureusement, ces compatriotes ont été en majorité arrachés à leur famille et à notre pays à la fleur de leur âge, c'est-à-dire à la période où ils donnaient le meilleur d'eux-mêmes, le maximum de leurs forces vives pour construire une société guinéenne libre, prospère, démocratique et solidaire. Ils ont été victimes de la confiance qu'ils ont accordée à un homme, Sékou Touré, qui avait bien maîtrisé la dialectique des contraires et l'enseignement de Machiavel. La Guinée a toujours été une terre d'hospitalité ouverte à toute personne, sans considération de couleur de peau, d'origine ethnique et de choix politique. Au Fouta Djallon, le Diwal de Koladé était dépositaire du droit de grâce et les chefs de Kankalabé accordaient l'asile à tout ressortissant du royaume Peul condamné à mort dans sa région d'origine arrivant jusqu'à eux. Cette région a conservé cette attribution du XVIIIe siècle jusqu'à la conquête coloniale en 1912. Tous les Africains et Européens qui ont séjourné chez nous après la Deuxième Guerre mondiale gardent un souvenir impérissable de la gentillesse et de l'ouverture des Guinéens aux étrangers. J'écris ce témoignage pour réhabiliter et entretenir cette image de notre pays qui a été pervertie par les 2 premiers présidents de la Guinée. Ce faisant, je veux lutter contre l'oubli des crimes politiques et l'enterrement de nos valeurs traditionnelles, très riches de la complémentarité des coutumes et mœurs des populations habitant les 4 régions naturelles de notre pays commis pendant leur règne. Le premier, Sékou Touré, a détruit en profondeur les atouts qui ont libéré le pays sans effusion de sang, les valeurs éthiques et morales de notre société. Il a tué les personnes ressources qui les incarnaient. Il s'est assuré une présidence à vie incontestée, au prix de l'assassinat de 5000 hauts fonctionnaires de grande qualité professionnelle et humaine. Il les a remplacés par l'homme nouveau. Lorsqu'on relit aujourd'hui les livres blancs relatant les aveux des agents de la 5e colonne, qu'il leur a dictés, tous ceux qui ont déposé ont déclaré « Je n'ai jamais encouru de peine correctionnelle ». À la lecture de ce préambule qui les innocente, suivi des déclarations mensongères que les suppliciés débitent péniblement, nos camarades d'université des pays voisins, souvent anciens admirateurs de Sékou Touré, ont condamné sans réserve la politique meurtrière qu'il menait à Conakry. Lansana Conté, en succédant à son prédécesseur et modèle,
a repris les mêmes agents de la Révolution pour reconduire la même politique. Massacre politique et détournement impuni des deniers publics. Ce statu quo ramène le pays à la case départ de 1958, la présidence à vie. Ce livre vise deux objectifs. En premier lieu, je souhaite rappeler aux adultes et informer les jeunes de l'état du pays avant, pendant et après les dictatures exercées de 1958 à nos jours. Dans cette évocation, je parlerai de mes camarades d'école et des événements auxquels nous avons participé. Mon premier contact avec eux, au collège de Conakry, m'a fait découvrir à 13 ans les copains originaires des autres régions. Cette rencontre majeure de ma vie m'a montré que j'avais une autre famille que la famille Peul dont je suis issue. La disparition tragique de ses compagnons a constitué une souffrance que j'ai portée toute ma vie. Ce vide physique me privant de mes amis d'enfance est un trouble psycho-affectif profond. Cet état m'a poussé à entretenir leurs souvenirs autour de moi, à toutes les rencontres des Guinéens et des Africains auxquels j'étais invité. Ils ont été tués pour la survie politique d'un homme cruel et animé d'un amour insatiable de pouvoir. L'amour du pouvoir pour le pouvoir, comme l'a fait Sékou Touré, n'a aucun sens comme le montre l'héritage qu'il a laissé. C'est une monstruosité bestiale. Je rappelle dans le paragraphe 7 à 4, plus loin, le parcours de quelques-uns de ces cadres universitaires, lauréats d'une sélection scolaire et universitaire très stricte, très serrée, dans un article intitulé « La Guinée les avait ». Il s'appelait « Ce document donne finalement son titre à cet ouvrage. Malheureusement, je ne peux les citer tous, notamment les aînés, faute de connaître et de pouvoir reconstituer leurs histoires de vie et leur carrière. Le deuxième objectif poursuivi est un appel aux générations futures pour se rassembler, construire le pays et lui reconquérir une place d'honneur en Afrique et dans le monde. J'espère que ce témoignage les aidera à ne jamais oublier les crimes politiques et économiques qui ont emporté nos compatriotes innocents. Après avoir appelé, sans succès, avec mon frère Batierno Abbas, rescapé du camp Boiro, à une conférence de réconciliation des Guinéens en 1998, à l'occasion du 40e anniversaire de notre indépendance, j'ai poursuivi la campagne pour entretenir le souvenir des victimes innocentes de la révolution du PDG, attendant et espérant un nouveau moment favorable. De 1998 à 2008, j'ai été à la recherche des victimes en chair et en os des sévices des tortionnaires des cabines techniques du sinistre camp Boiro et des autres camps de l'intérieur du pays. Pendant ces auditions, j'ai participé à des actions pour installer des groupes de travail pour rédiger les témoignages des rescapés. En 2008, j'ai réactivé ces cellules dormantes pour faire du 50e anniversaire de l'indépendance du pays un moment psychologiquement et politiquement favorable et propice à une nouvelle initiative pour un dialogue dépassionné pour réconcilier les Guinéens. Ces concertations et ces actions constituent le socle de ce volet de mon combat pour la réconciliation en Guinée. Avant-propos, les maladies infantiles de la décolonisation de la Guinée. Le refus des Guinéens, de tous bords, de se mettre d'accord pour convoquer une conférence pour un dialogue national après la mort de Sékou Touré, pour parler de la tragédie que nous avons tous vécue, va peser lourd, longtemps après lui, sans que nous puissions l'accuser d'empêcher cette rencontre. Cette occultation collective des crimes de la Révolution, illustrée par la légalisation à la sauvette du PDG par René Gomez, ministre de l'Intérieur de Comté et son admission dans le Forum démocratique national, fera le lit du pouvoir personnel de Lansana Conté. Ce ministre et les leaders des partis politiques ont montré ainsi leur légèreté parce que tous ou presque ont été condamnés à mort par ce parti criminel. Lansana Conté reconduira la dictature en installant un pouvoir de droit divin, grâce à la division des opposants et la démobilisation des populations, privées de tout espoir de meilleures conditions de vie. Parce que je ne peux pas parler de ma vie sans évoquer à tout moment mes camarades du collège de Conakry, du lycée Van Vollenhoven de Dakar et des universités de Dakar et de Paris, je consacre mes efforts à entretenir leur mémoire, en parlant d'eux, dans les rassemblements des Guinéens. Ne pouvant tous les citer, je mentionnerai les noms qui reviennent souvent dans ma bouche lorsque j'évoque nos souvenirs communs. Cette liste n'est pas exhaustive mais indicative des crimes du PDG.
les Diallo Oumar Kounda, Barry Abdoulaye, Marie de Nadine Barry, Dr Diallo Alpha Taran, Baldé Oumar ORS, Diop Tidjane, Fofana Almami Bala, Keta Cheikh Mohamed, Goussin Fadel, Thiam Baba Hadi, Bama Marcel Mato sont morts au Camboiro. Keta Mamadi, beau-frère de Sékou Touré, après avoir présidé à l'assassinat de nos camarades décidé par le comité révolutionnaire du PDG dont il était un des puissants membres, a été emporté à son tour par les balles des soldats qui avaient été les exécutants des ordres qu'il avait donnés pendant le règne du PDG. Devant l'impossibilité de réunir un consensus suffisamment large de victimes en chair et en os, de bourreaux prêts à se repentir, de veuves des disparus, d'héritiers motivés par la réhabilitation de leur père et les militants pour la défense des droits de l'homme pour réunir les Guinéens et les réconcilier, j'ai décidé d'écrire mon témoignage d'acteur direct de l'histoire de la Guinée de 1954 à nos jours tel que je l'ai vécu. Après la mort du dictateur, je consacre mon dernier combat politique à lutter contre l'oubli des crimes politiques commis en Guinée depuis l'indépendance pour démystifier la propagande mensongère des cadres guinéens, devenus des griots de circonstance, profiteurs des privilèges que leur offrent ceux qu'ils flattent. Ils ont remplacé les lignées de griots de naissance, gardiens de notre histoire orale et de la cohésion sociale dont ils sont les médiateurs honnêtes et nobles. Julien Condé et moi sommes deux militants guinéens et panafricains, ayant participé activement à la lutte de libération des anciennes colonies françaises d'Indochine, d'Algérie et d'Afrique noire entre 1950 et 1960. À ce titre, nous avons occupé des postes dirigeants dans les associations d'étudiants d'Afrique noire, tant à Dakar, au sein de l'Union générale des étudiants de l'Afrique de l'Ouest, UGEAO, qu'à Paris, dans la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, FEANF et naturellement aussi dans l'Association des étudiants guinéens en France, AEGF, section de France de l'Union générale des étudiants et élèves de Guinée, UGEEG. À la fin de nos études, nous nous sommes mis, comme la majorité de nos camarades d'études, au service des populations africaines, guidés par notre éthique et notre déontologie professionnelle comme boussole de notre carrière. Acteurs et témoins des premiers pas de notre pays, la Guinée, sur la scène internationale après la proclamation de notre indépendance, le 2-10-1958, nous avons participé à tous les combats et à toutes les péripéties qui ont conduit du rayonnement international le plus éclatant après le non-historique des Guinéens au référendum du 28-9-1958, au déclin le plus profond du pays et à la pauvreté matérielle et morale la plus misérable pour la majorité des populations. Des souffrances insupportables ont été imposées à toutes les couches sociales à travers une dictature qui dure depuis 1958. Il faut rappeler ici que le but de notre combat de jeunes étudiants était double. D'abord reconquérir notre liberté et notre dignité, bafouées par l'administration coloniale, et montrer la capacité des Africains de gérer leurs propres affaires en construisant nos États et en développant nos pays au profit de tous leurs habitants. Après 2 années d'euphorie, 1959 à 1961, pendant lesquelles les Guinéens retrouvent et affichent leur fierté individuelle et collective, le gouvernement du PDG stoppe net l'élan populaire soulevé par notre libération pacifique par les urnes. Nous étions admirés et fêtés par nos camarades africains, les démocrates et les hommes de progrès dans le monde. En arrêtant les membres du bureau du syndicat des enseignants, en novembre 1961, Sékou Touré brise brutalement l'unité nationale réalisée à la veille du référendum. Cette décision entraîne immédiatement la révolte des étudiants, des élèves et de leurs parents, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Il viole la Constitution et installe à la place un pouvoir personnel qui conduit au long calvaire du peuple de Guinée qui se prolonge plus de 20 ans après sa mort. Cette élimination des dirigeants enseignants tourne délibérément le dos à notre option patriotique, tendant à réhabiliter la capacité des Africains de Guinée à construire le pays. Cette trahison des objectifs de notre lutte par le PDG et son chef avait pour but principal l'élimination politique et physique de Keïta Koumandiane, le brillant secrétaire général du syndicat des enseignants de Guinée et de la Fédération des enseignants d'Afrique noire. Elle coupe notre société en 2 camps, les inconditionnels du parti et de son chef suprême et les opposants déclarés anti-guinéens par le régime. À l'extérieur, les cadres se divisent en épousant ce clivage imposé par le PDG.
être pour le parti ou choisir la contre-révolution en soutenant les enseignants arrêtés. Bien que tous les Guinéens, à commencer par les cadres utilisés pour cette opération, notamment les ministres, les ambassadeurs, préfets et hauts fonctionnaires, soient tous convaincus et conscients de l'innocence des dirigeants enseignants, la majorité d'entre eux font allégeance au chef du PDG. Ces cadres politiques et administratifs expliquaient leur démission devant cette violation grossière de la Constitution de 1958 garantissant les libertés publiques, individuelles et collectives, en l'occurrence les libertés syndicales, par le souci de ne pas braver le Fama, c'est-à-dire le roi chez les Mandingues. Dans leur conception de la culture africaine, celui-ci a toujours raison. Pour obtenir la libération des enseignants, souhaitée par tous les Guinéens, il préconisait d'aller demander pardon au président à l'africaine. Ce faisant, il se condamnait par anticipation et sans le savoir à subir le même sort le jour où il cesserait de plaire à ce chef qui les jalousait, les méprisait et les haïssait parce qu'ils possédaient le prestige lié à leur cursus universitaire sanctionné par leur diplôme, que lui n'avait pas obtenu. En obéissant aveuglément à celui auquel ils se sont ralliés, ils sont allés à Canossa, chacun au moment choisi par l'homme au profit duquel ils avaient abdiqué leur personnalité et leur honneur en échange d'une éphémère promotion politique. Pour sauver leur poste politique privilégié, ils se livrent à des surenchères de dénigrement et de calomnie pour accabler leurs anciens compagnons de jeunesse, victimes de leur rayonnement intellectuel, professionnel, familial, social, culturel et moral. Sékou Touré obligeait ses collaborateurs, notamment les plus brillants, à le flatter publiquement à l'occasion des grandes réunions du parti convoquées par magnifier sa puissance et sa gloire. En occultant leur connaissance de l'histoire des dictatures pour faire tapisserie dans le paysage de courtisans qui entoure Sékou Touré, ils ont pris de grands risques pour leur sécurité physique. Cette allégeance s'est révélée funeste à un grand nombre d'entre eux. Cette image de compétence, de patriotisme et d'intégrité matérielle de ces enseignants, reconnus au plan international, de Dakar à Paris en passant par Prague, Moscou, Brazzaville et Washington, portait inévitablement ombrage au secrétaire général du PDG. Elle étouffait son action et son prestige. Il faut rappeler que ces enseignants étaient des parents, amis et surtout des compagnons de lutte de tous les leaders du pays, y compris de Sékou Touré lui-même qui ne pouvait rien faire pour réaliser le front de lutte victorieux le 28/9/1958 sans les consulter. Ceux qui avaient pris fait et cause pour les enseignants, en consacrant leurs efforts à la défense de ceux-ci, ont rassemblé les preuves irréfutables de la violation de leurs droits syndicaux et donc de leur innocence. Pour avoir été acteurs des orientations et des actions menées à l'extérieur en faveur de ces patriotes, je rappelle que nos démarches auprès des organisations spécialisées dans la défense des droits de l'homme ont contribué, en partie, à sauver leur vie. J'évoquerai ici très brièvement le rôle de l'Association des étudiants guinéens de France, AEGF, et de la FEANF pour illustrer le fossé creusé entre les Guinéens par le PDG qui a cassé les liens affectifs, familiaux, sociaux et nationaux qui unissaient les cadres et les étudiants. Ceux qui se sont mis au service du PDG ont été obligés, sous peine de perdre leur bourse d'études, de rompre toute relation avec leurs camarades, amis et compagnons de lutte qui ont choisi le camp de la solidarité avec les enseignants. Pour bien comprendre les choix faits par les uns et les autres, il faut savoir que l'AEGF regroupe à cette époque tous les étudiants guinéens de France. Il n'y a pas d'autre organisation de Guinéens. Étant peu nombreux, les étudiants se connaissent tous. L'AEGF est à ce moment dirigée par Sako Damou, So Alpha Ibrahima, Diallo Madiyou, respectivement président, secrétaire général et trésorier général. Charles Diané et Si Savané Saïkou Oumar nous représentent à la FEANF. Je préside le bureau de la section de Paris composé de Touré Rachid, Kake Ibrahima, Loa Jérôme, Barry Rafiou, Keta Mamadi et Keita Sidiki Kobele. C'est à ce niveau que sont aplanis les problèmes de fond, avant de les présenter en congrès annuel ou en conseil d'administration de Pâques entre deux congrès. Cette répartition du travail venait de l'expérience que nous avions acquise comme dirigeants de l'UGEEG à Dakar, où siégeait le bureau directeur national. Jusqu'à l'arrestation des enseignants, l'association a fonctionné sans véritable enjeu de pouvoir, malgré les tentatives infructueuses du PDG d'embrigader les étudiants dans la jeunesse de la Révolution démocratique africaine, JRDA.
cela signifie que ceux-ci, à l'instar de leurs camarades africains, sont membres de la FEANF qui défend les règles démocratiques en cette période de naissance des pouvoirs africains succédant au régime colonial. Cette unité de vue se traduisait par le consensus traditionnel qui présidait à la désignation des dirigeants de l'association. Pratiquement personne n'était candidat à tel ou tel poste. Une fois l'orientation et le programme d'action adoptés, les compatriotes étaient proposés à tel ou tel poste de responsabilité, selon le profil d'intérêt et d'efficacité des membres. Nous désignions celui ou celle qui nous paraissait le mieux placé pour gérer tel ou tel secteur au profit de tous. La solidité de nos liens personnels, reposant sur une confiance réelle, dépassait largement nos origines ethniques et les intérêts égoïstes individuels. Le PDG a pollué puis cassé brutalement ce climat de fraternité nationale et provoqué la première révolte populaire des étudiants et des Guinéens, à l'intérieur et à l'extérieur, contre le gouvernement. À Paris et à Prague, les deux ambassadeurs de Guinée, Thibou Tounkara et Barry Biro, tous deux anciens membres du bureau du syndicat des enseignants, détachés dans leurs fonctions politiques, désavouent leurs collègues et appliquent à la lettre les consignes du gouvernement ordonnant le rapatriement de tous les étudiants guinéens à l'étranger pour subir une rééducation idéologique. À Paris, Thibou Tounkara ne réussit à embarquer pour Conakry que deux étudiants inscrits à Toulouse, Baldé Abdoulaye et Kamara Kouloumbali. L'immense majorité des étudiants de France, y compris les proches parents des dignitaires du PDG, parmi lesquels il faut citer Keïta Mamadi, Sangaré N'Fali et son frère Sangaré Malali, refusent de rentrer dans un premier temps. Au congrès de l'AEGF de décembre 1961, la majorité des étudiants condamne le PDG et son gouvernement et proclame sa solidarité avec les enseignants. En mars 1962, Thibou Tounkara annule le congrès de décembre 1961. Il dissout le bureau de notre équipe, qui avait condamné le gouvernement, et exigé la libération immédiate des enseignants auxquels nous avons manifesté notre totale solidarité et notre soutien. Il nomme à la place un groupe dirigeant composé de Charles Diané, Keïta Sidiki Kobele et Sila Costa. Pour marquer leur adhésion inconditionnelle au parti, ses camarades acceptent le fait accompli de la thèse du complot des enseignants. Ils acceptent aussi ipso facto la soumission totale au parti avec l'intégration d'office de l'AEGF dans la JRDA, que nous avions refusée jusque-là. Cette trahison des objectifs de notre lutte se traduit par leur accord pour la nomination des dirigeants de l'association, par le bureau politique du PDG. Dès leur installation dans les locaux de l'ambassade, ils mettent en place les outils pour museler les étudiants. Sidiki Kobele me dira fièrement, au sortir d'une réunion pirate très houleuse tenue à l'ambassade, « Maintenant ce sont les dirigeants qui parlent, la masse écoute et obéit. » Ils excluent de l'association ceux qui avaient des parents parmi les dirigeants arrêtés, et tous ceux qui refusaient de faire allégeance au parti, alors que le seul critère pour en être membre était l'inscription en faculté ou dans une grande école. Pour intimider les hésitants, le gouvernement coupe la bourse des étudiants ayant des liens personnels avec les prisonniers politiques. La promotion politique escomptée et espérée par les renégats, après leur capitulation, ne fut pas au rendez-vous. Ainsi démasqués, leur succès fut une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire éphémère. Au conseil d'administration de juillet 1962, l'AEGF retrouve son unité, les égarés reprenant leur place dans l'association. Les patriotes guinéens de l'AEGF, regroupés autour de Mahmoud Ba, Tierno Aliouba, Kake Ibrahima et Siradio Diallo, reprennent la direction de l'association, aidés d'ailleurs paradoxalement par le PDG qui venait de couper la bourse à tous les étudiants sans distinction autre que les liens de famille. Cette nouvelle équipe, animée par So Alpha Ibrahima, s'engage énergiquement dans la défense des enseignants. Elle sensibilise les organisations de défense des droits de l'homme, et obtient la nomination de Keta Koumandian comme prisonnier de l'année 1965 d'Amnesty International. Seuls ceux qui avaient des liens de sang et d'alliance familiale avec Sékou Touré, en personne, ont été épargnés. Rentrés au pays, ils y feront leur carrière jusqu'à la chute de leur dictature en avril 1984. Ils seront à leur tour victimes des méthodes qu'ils avaient instaurées. Fusillés dans le secret des camps Boiro et Kindia en juillet 1985. À Prague,
Barry Biro se vante d'être le premier ambassadeur guinéen à avoir rapatrié, sans retard, tous les étudiants. Pas un ne manque à l'appel, dit-il fièrement à l'un d'entre nous, lors d'une escale à Paris en route pour Conakry en 1962. Cet excès de zèle n'épargnera ni lui ni Tibou à l'heure de la radicalisation de la Révolution à partir de 1969. Tibou Tounkara sera emporté par les purges des agents de la 5e colonne et disparaîtra dans les rangs de victimes sans sépulture du camp Boiro. Barry Biro portera son calvaire sous la surveillance étroite de Sékou Touré, en personne, qui le nommera à son cabinet civil en même temps qu'il embastille et tue ses beaux-frères, le chirurgien Marega Bokar et les docteurs vétérinaires Batierno Sabitou et So Mamadou. Ses parents et amis, Barry Baba, Barry Bademba, Thiam Baba Adi, Baidi Gueye et Diop Tidjane vont disparaître au camp Boiro. Au fur et à mesure que son appareil répressif améliore son efficacité pour briser tous ceux qui pouvaient être suspects de réticence et de résistance à sa personne, le responsable suprême de la Révolution devient de plus en plus exigeant, intransigeant, arrogant et despotique. Son omnipotence l'enfonce dans une mégalomanie omnisciente, qui brise tous les freins psychologiques et humains susceptibles de brider son appétit de pouvoir. Il connaît tout, et ne doute de rien. Cette rupture des amarres supprimant tout contre-pouvoir le conduit inévitablement à la dictature. Il ne doute de rien, ne connaît pas l'esprit critique et n'hésite devant aucun obstacle. Cette mutation le rend insatiable et menace son entourage sans que celui-ci ne réalise ce danger. Voilà pourquoi un grand nombre de ses ministres et de hauts fonctionnaires cessant de plaire aux Fama, rejoindront leurs anciennes victimes dans les cabines techniques des camps Boiro et de Kindia, mettant des donneurs d'ordre comme Keita Fodeba, des bourreaux comme Émile Cissé, Bama Marcel Mato et leurs victimes dans le même camp, parfois dans les mêmes sinistres cellules. Cet amalgame a tellement brouillé la frontière entre innocents et coupables, que les victimes se réfugient dans le non-dit, en rongeant leur amertume et leur rancœur. Personne ne pouvait plus retrouver les repères entre vérité et mensonge. Une atmosphère de suspicion, d'accusation réciproque et une délation générale, par lettres anonymes dans les familles, les lieux de travail et ailleurs et des rumeurs incontrôlées, entraînent un climat de peur, d'insécurité et de terreur collective dans tout le pays et aussi à l'étranger. La logique de la répression est simple et simpliste. Tu es dénoncé, donc tu es coupable, donc tu dois te livrer comme les bourgeois de Calais. Mais cette fois, la différence est de taille. Ici, la soumission des suppliciés n'arrête pas la machine infernale de répression. Au contraire, plus les citoyens sont dociles, plus le tyran en réclame, illustrant cette observation de Solzhenitsyn dans l'archipel du Goulag. À mouton docile, loup glouton. L'ampleur de cette répression, facilitée par le zèle des agents inconditionnels, a sécrété cette folie de grandeur du tout-puissant président guinéen et l'a poussé à éliminer le plus grand nombre de cadres qui s'étaient mis au service des populations. Poussant à l'extrême son pouvoir incontesté, il s'attelle à éradiquer toute trace de la présence française en Guinée. Pour effacer cette influence, il fait retirer d'abord les programmes scolaires français de l'école guinéenne et les remplace par l'enseignement de ses discours fleuves réunis en œuvres politiques. Dans un deuxième temps, il supprime purement et simplement l'enseignement de la langue française. Il introduit à la place l'enseignement des langues maternelles du primaire au secondaire, le français n'étant plus enseigné qu'à l'université. Cette stratégie de liquidation de la culture, de l'influence et de la langue française se traduira par l'assassinat massif des cadres qu'il incarnait par leur formation scolaire et professionnelle à travers la possession des diplômes délivrés par les écoles normales de Gorée, Sébikotane, Rufisque, de l'école des travaux publics de Bamako, des écoles d'agriculture de Cotonou, etc. Cette hémorragie qui rappelle l'autodafé nazi, brûlant les livres des auteurs juifs de culture universelle, est illustrée par l'acharnement du régime contre certaines familles comme celle de Bouba Ndiane à Labé, des Kabalais de Cancan et des Batierno Sabitou de Dinguiraye. À Labé, la Révolution a éliminé les cadres de la famille Bouba Ndiane suivants dans les charrettes des différents complots. Ba Ibrahima Kaba, professeur de sciences physiques, Baldé Assimiou, inspecteur du travail, Baldé Muntaga, professeur de mathématiques, Diallo Colomb, professeur de mathématiques, Babano, inspecteur du trésor, Ba Mamadou Di libraire, enseignant, Baldé Adi, enseignant, Baldé Siradiou, administrateur civil, Ba Tahirou, commissaire de police, Ba Marmoud, ingénieur chimiste, Ba Tierno Abbas, technicien en hydraulique,
Interné pendant de nombreuses années au camp Boiro, El Hadj Thierno Mamadou Ba, administrateur civil, et le Dr So Mamadou, vétérinaire, ces deux derniers disparus au camp Boiro. À Dinguiraye, le responsable suprême de la Révolution a ordonné la liquidation de toute une famille d'universitaires, le Dr Ba Thierno Sabitou, vétérinaire, le Dr Marega Bokar, chirurgien, son beau-frère, ses cousins et amis, Diop Tidjane, géographe, Thiam Baba Hadi, juriste, Bari Baba, inspecteur des contributions diverses, tous disparus au camp Boiro, Bari Bademba, avocat, mort quelques années après sa sortie du bagne. À Forécaria, il élimine Haribot Soda, célèbre entrepreneur de transports internationaux, Fofana Almami Bala, ingénieur d'électricité, diplômé de l'école polytechnique de Lausanne, directeur adjoint de l'énergie électrique de Guinée. À Cancan, les charrettes de la Révolution emportent un des plus grands entrepreneurs et investisseurs guinéens de l'époque coloniale, El Hadj Kabalé. Il élimine aussi la majorité de ses camarades d'école, comme Camara Bala, Diallo Telli, Alassane Diop et Dr Conté Saïdou, chirurgien, tous diplômés des universités et des grandes écoles françaises qui lui étaient fidèlement acquis de façon inconditionnelle. Tous ces hommes étaient des cerveaux intellectuels, dont le rayonnement dépassait largement nos frontières. Leurs talents ont fait défaut à la construction du pays, au moment où celui-ci en avait le plus grand besoin. Nadine Barry relate dans son livre « Les cailloux de la mémoire », édité par Cartala en novembre 2003, la rage de Sékou Touré contre les gens qui ont réussi leur carrière. Elle décrit quelques-unes des méthodes d'élimination des prisonniers politiques dans le secret des camps. Elle explique ainsi la diète noire, type de mort par la faim et la soif, infligée à de nombreux détenus dont Sékou Touré voulait se débarrasser. Peut-être s'est-il inspiré de celui dont il prétend être le petit-fils, Samori Touré, qui en avril 1894 fit périr son propre fils Djaoulin Karamo jugé trop francophile, page 24. Au cours de ses enquêtes, elle découvre une circulaire de septembre 1970 ordonnant le recensement de tous les cadres administratifs guinéens. Chaque fiche signalétique doit indiquer le nom, la filiation, l'ethnie et les études effectuées par l'intéressé, page 49. Cette enquête facilitera les arrestations massives d'octobre 1970 à janvier 1971. En octobre 1971, ses marabouts lui conseillent de sacrifier 66 personnes à l'occasion de l'anniversaire de son adversaire et ancien mentor, Houphouët-Boigny, le président de la Côte d'Ivoire, pour le neutraliser. Parmi les sacrifiés de ce 18-10-1971, elle cite Baldé Abdoulaye, directeur de l'école militaire, Diallo Alpha Amadou, ministre de l'Information, Bari Modiouri, entrepreneur, fils de l'Almami de Mamou, Diallo Souleymane, Diala, directeur des prix et conjonctures, René Pori, chef milicien de Conakry II, Missa Kourouma, ex-secrétaire fédéral du PDG de Macenta, Koumbassa Abdoulaye, commissaire de police, chargé de la sécurité de Kwame N'. Nkrumah, ancien président du Ghana, Touré Sékou Sadibou, directeur usine fruits à Guinée, Goussin Fadel, administrateur des impôts, Diop Tidjane, géographe, directeur administratif de Fria, Cheikh Oumar Mbaye, ambassadeur aux USA, Baldé Oumar, ingénieur des ponts et chaussées, secrétaire exécutif de l'Organisation des États riverains du Sénégal, Silla Fodé Saliou, magistrat, Condé Émile, gouverneur et ancien ministre, Bama Marcel Mato, ancien ministre de L'. Intérieur, Bangoura Karim, ministre des Transports, ex-ambassadeur aux USA, Bari Selou, inspecteur des douanes, Diallo Souleymane, ex-ministre du Commerce extérieur, Koivogi Massa, planteur, El Hadj Haribot Souleymane Dissoda, planteur, So Mamadou, vétérinaire, ministre du Plan, Bari Abbas, douanier et Sasson André, restaurateur et témoin du mariage de Sékou Touré. Les étudiants qui poursuivaient leurs études à l'étranger, condamnés à l'exil, constituent une diaspora d'intellectuels et de cadres. Ils ont été totalement exclus de la société guinéenne pendant tout son règne. Cette politique de la terre brûlée fait suite à la série ininterrompue de mesures appliquées depuis son arrivée au pouvoir, traduisant sa revanche sur la société. Suppression de la chefferie traditionnelle le 31-12-1957, accusée de servilité envers l'administration coloniale, instauration de la suprématie du parti unique sur l'administration dès 1959. Il n'a en effet jamais pardonné à l'école coloniale et ses enseignants de l'avoir méprisé en lui refusant les diplômes nobles, des lycées et de l'université.
Cette politique néfaste a été complétée par l'exil des cadres en formation, interdits de rentrer au pays sous prétexte qu'ils sont des anti-guinéens à cause de leur long séjour à l'étranger. Il est évident que le président guinéen n'a pas pu réaliser tout seul cet immense gâchis qui a cassé l'enthousiasme et l'élan populaire sincère et l'engagement militant des Guinéens. Il a brisé l'initiative des populations qui avaient spontanément décidé de donner de leur temps et de leurs compétences pour réaliser bénévolement des tâches d'intérêt général sous forme d'investissement humain. Il a été largement aidé par la complicité active de ses inconditionnels et la lâcheté des cadres qui, occultant toutes les valeurs qui leur ont été enseignées pendant leur formation scolaire et universitaire, voulaient lui plaire à tout prix. Un grand nombre d'entre eux ont cherché plutôt de lui faire oublier leur brillant cursus intellectuel et leur diplôme. Une infime minorité de cadres a refusé toute allégeance au pouvoir personnel, n'attendant rien de bon de la gestion d'un parti totalitaire qui deviendra parti-État après la radicalisation de la Révolution. Dès les premiers dérapages du PDG, caractérisés par les premiers assassinats extrajudiciaires de 1959 et de 1960 sur la place publique à Conakry et à Kindia, ils ont opposé une résistance à l'installation, insidieuse d'abord, brutale et massive ensuite, du système répressif du parti, inspiré par les méthodes en vigueur dans les pays communistes de l'Est européen. La Tchécoslovaquie et l'Allemagne de l'Est envoient des assistants techniques, spécialistes de la délation et de la torture, pour assurer la sécurité du régime au détriment des populations. Les cadres guinéens ne réaliseront la forfaiture du PDG et de son chef que le jour de leur arrestation, selon le même scénario et les mêmes méthodes qu'ils avaient tolérées lorsque leurs parents, amis et camarades avaient été kidnappés, entre 2h et 3h du matin, en plein sommeil de l'innocent et du juste ayant fait son travail avec compétence et abnégation et n'ayant rien à se reprocher. Ils croyaient que cette félonie de l'homme qu'ils avaient tissé au pinacle pour lui plaire n'arrive qu'aux autres. Leur individualisme, leur égoïsme et leur manque de solidarité pour stopper le gouvernement par les complots, ont affaibli toute forme et toute possibilité de résistance au dictateur. Celui-ci, après avoir saigné l'élite intellectuelle du pays, est allé mourir tranquillement à Cleveland, aux États-Unis pour se payer ensuite le plus bel enterrement que la Guinée ait vu. Certaines mauvaises langues ont laissé entendre que le cercueil enterré à Camaïenne est vide. Privé, par la faute de son entourage, de plus en plus docile, de tout repère pour mesurer les conséquences de ses dictats et la pertinence de ses projets pour prendre les bonnes décisions, Sékou Touré, dont l'appétit de puissance était sans borne, était devenu de plus en plus cruel. Il ne pouvait plus arrêter sa machine infernale et comme c'est souvent le cas, ses désirs étaient devenus désordre. Cette docilité des cadres explique la confusion dans laquelle vit la société guinéenne post-révolutionnaire. Ne voulant pas les accabler, même si nous déplorons leur comportement, nous disons que la Guinée n'a pas le monopole de cette démission massive des cadres. Tous les systèmes totalitaires fonctionnent selon ce modèle d'embrigadement des populations dans les mailles d'une toile d'araignée, dont le centre est manipulé par des agents féroces. À titre de comparaison et bien que les situations soient différentes selon les pays, les dictatures sud-américaines ont provoqué des disparitions massives tout au long du XXe siècle. En Argentine, les associations de défense des droits de l'homme ont recensé 30 000 disparus pendant la dictature militaire de 1979 à 1983. Au Chili, 3 000 enlèvements pendant le coup d'État du général Pinochet le 11-9-1973 et au Paraguay, la plus longue dictature militaire, au pouvoir de 1954 à 1989, des dizaines de milliers de disparus ont émaillé l'histoire et endeuillé les familles de ces pays. Le système, chargé de surveiller les populations, fonctionne en recrutant des informateurs dans toutes les couches de la société. Pour relativiser la lâcheté des cadres guinéens, nous livrons les résultats d'une étude publiée par l'Association des détenus politiques de Roumanie, publiée dans Le Monde du 10-10-2002 pour montrer qu'aucun pays n'a le monopole de ces comportements. Selon une enquête faite après la chute de la dictature du génie des Carpates, 96% des informateurs de la police politique ont fait des études secondaires et universitaires. PREMIERE Parti, les origines. Chapitre 1 – Mon regard sur les complots du PDG. Seul ce qui n'arrête pas de faire mal reste dans la mémoire.
Nietzsche. 1. Introduction. Organiser une concertation, quel que soit le nom et la forme qu'on lui donnera, pour parler de la vérité sur les complots du PDG qui ont décimé notre peuple, cadres et citoyens anonymes confondus, c'est poser ipso facto la place de Sékou Touré dans l'histoire de la Guinée. Pour les uns, il est un héros. Pour d'autres, dont je suis, il est un tyran. Pour d'autres enfin, dont le professeur Kake Ibrahima, il est les deux à la fois. Parler, au cours de cette rencontre, librement acceptée de préférence et préparée par les Guinéens, de la gestion du pays depuis 1958, c'est indiquer à Lansana Conté comment il est perçu par le peuple. Sa place sera évaluée après son départ du pouvoir. Comme dit Sophocle, ô peuple, n'appelle jamais un homme héros avant qu'il ait franchi sans trahison grave les portes de la vie. Pour évaluer correctement la place de Sékou Touré dans l'histoire de notre pays, il faut examiner son action politique à l'aune des objectifs de départ et des résultats laissés comme héritage à sa mort le 26 mars 1984. Mon témoignage se propose de restituer les événements que le PDG, sous sa féroce direction, a imposés au malheureux peuple de Guinée dans leur déroulement tel que je les ai vécus et dans le contexte historique. Je veux informer les jeunes générations des véritables enjeux de la lutte menée par les uns et les autres, en tant que militante engagée sans interruption dans tous les combats pour la reconquête de la liberté des Africains et l'instauration de la démocratie dans nos États. J'observe qu'il a gouverné le pays en situation de crise permanente, parce que c'est le seul mode d'exercice du pouvoir qu'il maîtrisait après la fin de l'état de grâce constitué par l'aura que notre pays avait conquise par le vote historique de notre peuple le 28/9/1958. Cette répression permanente traduisait à la fois sa peur de vengeance de ses victimes et son incapacité à construire un État avec des structures et des règles de fonctionnement au service des usagers. Son pouvoir s'est consolidé sur les cadavres de milliers de fusillés et de disparus sans sépulture, des dizaines de milliers de prisonniers, des centaines de milliers d'exilés sans oublier les exilés intérieurs silencieux. Sékou Touré excluait toute diversité et tout pluralisme inhérent à tout projet humain, de son entendement. C'est pour cela qu'il n'a jamais reculé devant aucun obstacle pour se maintenir au pouvoir. Il a toujours surpris les Guinéens en dépassant à chaque phase de sa répression les bornes de la cruauté. Les Guinéens de tous bords socio-professionnels et culturels ont été privés de liberté durant tout son règne par la répression du PDG. Je rappelle que je suis membre fondateur de l'Union générale des élèves et étudiants de Guinée, UGEEG, président de sa section de Fan, regroupant les étudiants guinéens inscrits à l'Université de Dakar, président de la Corporation de médecine de l'Union générale des étudiants de l'Afrique de l'Ouest, UGEAO. Arrivé en France en 1960 pour terminer mes études, je suis élu président de la section de Paris de l'Association générale des étudiants guinéens de France, AEGF, et délégué de la Guinée à la FEANF pour remplacer Charles Diané, élu président de l'Association panafricaine. Ce parcours connu de tous mes contemporains montre que j'ai toujours occupé des postes stratégiques pour maintenir la ligne politique de nos options et garantir la fidélité des responsables à nos engagements. Pour nous, à cette époque, peu importait le titulaire du poste de leader dès lors que le combat mené était conduit selon les règles démocratiques, éthiques et morales adoptées par les instances dirigeantes. L'important était la fidélité des responsables à l'orientation décidée. Il y avait un véritable esprit d'équipe, et il ne viendrait à personne l'idée ni l'envie de le trahir. Je ne fais ni un procès politique ni une analyse politicienne de l'action de Sékou Touré, étant entendu que, personnellement, je n'ai jamais rien attendu de qui que ce soit et notamment de lui. J'ai toujours compté sur mes propres moyens pour conduire ma vie familiale, sociale et professionnelle, guidée par une éducation familiale basée sur des principes et une éthique de servir les usagers. Cela veut dire que je ne livre pas ici des récriminations d'un citoyen aigri contre un leader qui m'aurait refusé une promotion politique ou professionnelle et qui, donc, pourrait m'avoir déçu. Je ne pouvais rien demander à Sékou Touré, et il ne pouvait rien me donner. Nos parcours et nos repères étaient très différents. Nos valeurs, nos références morales et nos ambitions étaient totalement opposées. Tout au plus, si son objectif était comme l'espéraient les Guinéens qui l'écoutaient,
d'exploiter les richesses naturelles, minières et agricoles du pays pour améliorer les conditions de vie des populations. Dans la liberté et la dignité dont il parlait, avec son éloquence coutumière, dans tous ses discours, j'aurais rejoint au pays les patriotes et les cadres de ma génération à la fin de mes études. Comme eux, j'aurais mis mes qualifications et compétences professionnelles au service du développement de la Guinée. Malheureusement, il a tué dans l'œuf cet enthousiasme de l'indépendance en décapitant le syndicat des enseignants dès 1961 pour domestiquer tous les travailleurs, embrigadés de force dans la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, comme on le verra tout au long de ce témoignage. Je dois ma survie, comme tous mes camarades d'université de cette période, à mon refus de rentrer au pays à la fin de mes études, après cette forfaiture de celui qui deviendra le bourreau suprême du peuple de Guinée qui l'a trompé et floué avec une habileté diabolique et sans retenue. Le 28/9/1958, les enseignants, les étudiants et les fonctionnaires guinéens, mobilisés massivement à l'appel de leurs organisations syndicales, investissent la majorité des bureaux de vote installés sur l'ensemble du territoire national. Ils accueillent, orientent et rassurent les électeurs de culture traditionnelle, réticents à la rupture avec la France, pour les inciter à voter. Le PDG et le PRA ont tous les deux invité leurs partisans à voter non. Le 2/10/1958, l'Assemblée territoriale, convoquée par Sékou Touré, président du gouvernement issu de la loi-cadre de 1956, est érigée en Assemblée nationale constituante. Son président Saïfoulé Diallo proclame la République de Guinée dans une allégresse générale. Dans tout le pays et dans les communautés guinéennes de l'étranger, c'est la fête, partagée par tous ceux qui ont vécu ce moment historique émouvant et inoubliable. Investi président de la République, Sékou Touré nomme le premier gouvernement de la Guinée indépendante composé comme suit. Président du Conseil, chargé des Sékou Touré. Affaires étrangères et de la Défense. Secrétaire d'État rattaché à la présidence, Ibrahima Bari III. Fodé Cissé. Nfamara Keïta. Ministre des Finances Alioune Dramé. Secrétaire d'État, aux douanes et trésors Ousmane Baldé. Ministre intérieur, Sécurité Fodéba Keïta. Secrétaire d'État à l'information Alassane Diop. Ministre de la Justice Damantan Camara. Ministre des TP, PTT, Transport Ismaël Touré. Ministre des AF. Économique et Plan Louis Lansana. Béa Vogui. Ministre Économie rurale et coopération Abdourahmane Diallo. Ministre Éducation nationale Barry Diawadou. Ministre Enseignement technique Michel Collet. Ministre de la Santé Dr Akar Roger. Najib. Ministre du Travail et AF. Social Camara Bangali. Qu'est-ce que Sékou Touré a fait de cette allégresse et de cette unité? Au regard de ce point de repère initial, précis et connu de tous les contemporains, indiquons que 7 des 16 ministres de ce premier gouvernement de la Guinée indépendante ont été tués de façon atroce. Bari III et Baldé Ousmane, pendus au pont de Tombo en janvier 1971, Fodéba Keïta, Alioune Dramé, Barry Diawadou, Camara Bangali et Cissé Fodé, fusillés à une date non communiquée sans que les corps soient rendus aux familles, et Alassane Diop a passé plusieurs années au camp Boiro. Tous ont été condamnés dans des procès préfabriqués, sur la base d'aveux extorqués sous la torture, enregistrés sur des bandes magnétiques, diffusées par la radio 24h/24. Aucun d'entre eux n'a comparu physiquement devant un tribunal. Les remous politiques et les protestations populaires provoquées en France par le dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe du maréchal Pétain, le 11/11/1993 par le président Mitterrand, doivent interpeller les Guinéens, notamment les historiens, les intellectuels et les cadres, pour étudier la place de Sékou Touré dans l'histoire de la Guinée. Tant que nous ne lirons pas cette page ensemble, nous ne serons pas en mesure de définir la voie que nous devons imprimer à notre action pour construire et développer le pays. Nous serons condamnés à une perpétuelle course, après notre centre de gravité. Jusqu'à présent, 2 obstacles majeurs freinent cet examen. D'une part, les autorités militaires qui ont pris le pouvoir en 1984 ont failli à leur mission de recherche de la vérité des complots, et à leur engagement de redresser la gestion du pays. D'autre part,
l'opinion publique guinéenne n'a pas exercé les pressions suffisantes pour imposer la démarche de réconciliation nationale pour plusieurs raisons. Parmi celles-ci, on peut citer la peur de cette vérité par les nombreux agents de la répression et les comportements ambigus des victimes, disparus et rescapés en chair et en os des camps et leurs héritiers. En attendant que les historiens fassent leur œuvre, il convient de donner quelques repères pour situer les enjeux du débat politique en envoyant un message clair à tous ceux qui ont peur de ce rendez-vous. Ces opportunistes, originaires de toutes les ethnies, nagent dans les eaux troubles servant leurs ambitions personnelles. Certains Guinéens, s'identifiant au PDG, crient au racisme anti-malinké dès qu'on rappelle les excès de la dictature de ce parti. Ils bloquent toute tentative de dialogue pour sortir de cette impasse. Ils savent pourtant que le bilan du PDG n'est pas le bilan des malinqués. Ne doivent-ils pas au contraire pousser au dialogue pour éliminer les brebis galeuses présentes dans toutes les ethnies? De même, les Soussous, regroupés dans un comité pour la promotion du Guinéen moyen, tentent de reprendre à leur compte la course au pouvoir sur une base tribale. Heureusement, certains d'entre eux ont désavoué cette position. Ils invitent leurs parents à corriger cette analyse erronée de la situation politique et sociale, pour insérer leurs actions dans une dynamique digne du XXIe siècle. Les leaders politiques les forestiers doivent mettre à jour leurs objectifs devant l'échec de la stratégie ethnique de conquête de pouvoir adoptée par les anciens exilés, rentrés au pays après la chute de la dictature. Se positionner aujourd'hui, au XXIe siècle, par rapport à son groupe ethnique, c'est tout simplement nous ramener à la situation antérieure au 14 mai 1947, date à laquelle les associations ethniques suivantes ont créé le PDG. Amicale Gilbert Vieillard pour les Peuls, Union Mandingue pour les Malinqués, Union Forestière pour les cadres de la forêt, Union de la Basse-Côte pour les Soussous et l'Union des Métis. Plus de 20 ans après la mort de Sékou Touré, tout le monde voit bien que ces politiciens guinéens, repliés sur eux-mêmes et manipulant leur base ethnique à des fins personnelles, se trompent de combat et de cible. Le vrai combat, susceptible de mobiliser nos compatriotes, doit viser l'émergence de femmes et d'hommes neufs à la tête de l'État et des services publics pour aider les Guinéens à trouver les moyens de nourrir leurs familles. Ces dirigeants, si on les trouve, auront besoin de l'enthousiasme de la jeunesse pour arracher la Guinée d'un retard de plus de 50 ans par rapport à la société de 1958. Ils doivent savoir qu'il leur faudra autant de temps que leurs prédécesseurs pour corriger les fautes politiques des responsables du chaos, et réparer les dégâts pour revenir à la prospérité et à la cohésion de 1958. En 2003, ce retard est énorme par rapport au niveau du pays de 1958 lorsqu'on examine la dégradation des infrastructures de nos villes, sans eau courante, sans électricité, sans lieu de loisirs pour la jeunesse, de nos villages, sans plan d'occupation des sols et par rapport aux pays voisins. L'examen sans passion, ni préjugé de l'État PDG, montre que l'héritage que Sékou Touré nous a laissé à sa mort est maigre. Dans la balance on trouve d'un côté la rupture de l'unité nationale, la dislocation des familles, les violations de plus en plus graves des droits de l'homme avec la liquidation de 5000 fonctionnaires et l'emprisonnement de plus de 50 000 citoyens, selon les estimations de Amnesty International, l'effondrement économique du pays et l'exclusion de 2 millions d'exilés. Dans l'autre plateau de la balance, en dehors des subventions des denrées alimentaires, des pèlerinages à Rome et à la Mecque et du soutien au mouvement de libération de l'Algérie et des anciennes colonies portugaises, on ne voit nulle part où se trouve l'argent de la Guinée. Le peuple de Guinée a condamné sans appel cet héritage négatif par l'enthousiasme délirant qui a salué la prise de pouvoir par le Comité militaire de redressement national le 3-4 1984. Même si Lansana Conté a réhabilité ensuite son prédécesseur, sans consulter le peuple, après s'être assuré le service des anciens agents du pouvoir personnel, il faut se souvenir qu'à la mort du dictateur, aucun bâtiment, aucune place, ni aucune parcelle de terre de Guinée ne portait son nom, y compris chez lui à Farana. Ses portraits qui ornaient les places publiques ont été détruits. Sa famille a fui à son tour le pays sans pourtant avoir été menacée par les Guinéens. Il est nécessaire, pour notre équilibre psychosocial, de voir notre problématique sous l'angle de l'apaisement plutôt que de la subordonner à des procès d'intention visant telle ou telle personne ou telle ethnie, pour refuser le rendez-vous avec le bilan de la gestion du pays, indispensable à son redressement, à sa reconstruction et à son développement.
Pour dissiper l'appréhension de certains par rapport à une conférence de réconciliation, nous garantissons que les arrière-pensées qui peuvent faire croire qu'il s'agit de régler des comptes à des adversaires, réels ou virtuels, ou de jeter l'opprobre sur des gens qui se sentiraient coupables avant même qu'on ne pose les problèmes, sont non fondées. Il ne faut pas avoir peur de ce dialogue. Il ne peut être ni un tribunal, ni un forum semblable à ce qui s'est passé ailleurs. La Guinée, ayant sa propre histoire, ne peut copier personne pour l'écrire. Ce sont les Guinéens qui écriront cette histoire en élevant la réflexion à la hauteur de cette exigence et de l'intérêt de la nation. Dans notre esprit, le dialogue que nous souhaitons est une occasion de procéder à une psychothérapie collective pour préparer un meilleur avenir à nos descendants. Ils ont droit à la vérité des faits, sans falsification de l'histoire. Lansana Conté a tué moins de Guinéens que son prédécesseur, si tant est qu'on puisse se permettre une comparaison de ce type. À son actif, il y a la libération des détenus politiques, la suppression des impôts en nature, les normes, l'ouverture des frontières permettant aux exilés de revenir au pays, la légalisation de la presse privée, des partis politiques et des associations. À son passif, l'assassinat des anciens dignitaires, de l'ancien Premier ministre militaire et de ses compagnons sans procès, la mise à l'écart des cadres compétents au profit des anciens agents de la répression. De plus, son refus obstiné de tout dialogue national, le mépris du peuple, la légalisation de la mauvaise gestion comme méthode de gouvernement ont terni son règne. Ce refus de dialogue ne traduit-il pas la peur de regarder le peuple en face et de perdre le pouvoir ? Il fait tout comme son prédécesseur pour rester au pouvoir sous la menace permanente de sa milice, plutôt que de chercher le bien-être de tous. Pouvons-nous panser les plaies de nos compatriotes qui ruminent en silence l'amertume de leur vie brisée, sans que les responsables de leur malheur n'avouent leur forfait ? Doit-on faire un embargo sur leur ressentiment d'un trait de plume distrait, comme si nous n'étions pas concernés ? Si nous voulons conduire un dialogue salutaire pour tous, nous devons définir des objectifs clairs, compréhensibles par tous les Guinéens. Nous devons indiquer non moins clairement le but à atteindre, à savoir l'évacuation du contentieux sanglant qui nous a déchirés et créer des outils d'une gestion rigoureuse du pays profitable à tous les habitants. 2. Climat politique avant l'indépendance. Les Guinéens ont vécu en bonne entente et n'ont pas connu de guerre tribale pendant la colonisation française. Leur hospitalité et leur ouverture naturelle aux autres, toutes ethnies confondues, faisaient de Conakry une escale convoitée et appréciée des cadres africains, civils et militaires, voyageant par bateau de Bordeaux à Brazzaville. Cet environnement favorable nous a apporté une prospérité économique et un rayonnement culturel qui nous a permis de prendre notre indépendance le 28/9/1958. Les violences qui ont opposé peu les Soussous en 1956, 1957 et en 1958 ont été déclenchées par le Parti démocratique de Guinée, PDG, lorsque ce parti a lancé Momodjo et ses loupards contre ses adversaires politiques du bloc africain de Guinée, BAG, de Barry Diawadou. Le PDG tue 8 militants et blesse 300 partisans du BAG, affublés du sobriquet de saboteurs, du 29/09 au 3/10/1956. Ce déchaînement de haine se poursuit pendant 2 ans pour culminer en mai 1958. Des centaines de partisans du BAG sont jetés dans des puits, dans l'indifférence totale de la police et de l'administration coloniale, responsable du maintien de l'ordre. Il provoque le départ des premiers exilés à Dakar en 1956. Parmi ceux-ci, il faut citer Amara Souma, David Souma, Sadou Bobo Diallo, Mamadou Konaté et Sidibé Souleymane. Leurs supposées activités subversives vont hanter Sékou Touré toute sa vie. Il ne cessera de les dénoncer dans tous les complots jusqu'à leur mort à tous, y compris lui-même. Cette offensive meurtrière lui a permis de remporter 2 sièges de député sur 3 aux élections législatives de janvier 1956 et 56 conseillers territoriaux sur 60 en mars 1957. Cette victoire est due au changement d'alliance de l'administration coloniale en faveur du RDA, négocié par Houphouët-Boigny, entré dans le gouvernement de Guy Mollet en 1956. En juillet 1958, le paysage politique guinéen est réduit à l'existence de 2 partis, PDG-RDA et UPG-PRA qui regroupent Bloc africain de Guinée, BAG, de Barry Diawadou et Démocratie socialiste de Guinée, DSG, de Barry Ibrahima, dit Barry III.
La société civile est composée des syndicats des enseignants, des travailleurs de l'UGTAN, des associations des jeunes et des étudiants, fer de lance de la lutte de libération nationale. Ce rassemblement des forces démocratiques a constitué le facteur déterminant de la victoire du non au référendum. C'est dans un climat euphorique et un élan d'unité nationale chaleureux que les Guinéens ont voté non à 94% le 28/9/1958. L'honnêteté intellectuelle exige de reconnaître le rôle respectif de chacun des artisans de cette victoire dont les enseignants, les jeunes et les étudiants ont été les moteurs. Rappelons pour mémoire la déclaration de Maître Lamine Gueye, doyen des parlementaires africains traduisant l'état d'esprit de nos aînés. L'indépendance, oui, dans 50 ans quand nous ne serons plus là. 3. Éphémère réconciliation nationale. La proclamation de l'indépendance, le 2/10/1958, par le président de l'Assemblée nationale, est l'occasion de concrétiser la réconciliation de facto réalisée sur le terrain par l'adhésion des partis et des syndicats au non. Saïfoulé Diallo, en ouvrant la séance solennelle, procède à l'appel des 60 conseillers territoriaux devenus députés de la République. Il réintègre les 3 élus de Pita, Barry III et ses 2 collègues socialistes, Ba Tierno Ousmane et Thiam Mamadou, et Habib Tal élu, indépendant de Dinguiraye qui va rallier le PDG. Ils avaient été interdits de siéger par la majorité PDG depuis leur élection 1 an auparavant. Le parti montrait ainsi qu'il ne supportait aucune opposition. La formation du premier gouvernement de la Guinée indépendante, publiée plus haut, confirme cette réconciliation par la nomination de Barry Diawadou comme ministre de l'Éducation nationale et de Barry III comme secrétaire d'État à la présidence. Les 2 camps n'avaient pas d'autre choix que ce gouvernement d'union nationale pour guider les premiers pas de notre pays sur la scène internationale. Les leaders des 2 partis savaient que la France ne nous ferait aucun cadeau, et aucun d'entre eux n'avait une expérience de gouvernement. Cette union nationale était la meilleure arme pour consolider notre option historique, menacée par la volonté des milieux colonialistes français de nous isoler, de nous asphyxier et de nous faire échouer. Le général de Gaulle, de son côté, devait fermer la porte à tout contact avec la Guinée pour empêcher la sécession des États africains qui avaient voté oui pour rester dans la communauté franco-africaine. En détachant notre pays de tout lien institutionnel avec nos voisins, en nous excluant de toutes les instances de concertation francophone, en refusant tous les appels du gouvernement guinéen pour établir une coopération bilatérale, pourtant prévue dans la Constitution qui venait d'être adoptée, le général de Gaulle jetait le gouvernement dans les bras de l'Union soviétique et ses satellites. Refusant de parrainer notre admission à l'ONU, il nous enferme dans un ghetto étouffant et cruel. Ce faisant, il voulait punir notre peuple pour effaroucher les leaders africains et prévenir toute tentation de suivre la voie guinéenne. Il ne fallait pas donner une prime aux sécessionnistes, disait-on à Paris et à Abidjan. Dans une interview où Houphouët-Boigny, ministre d'État du gouvernement du général de Gaulle, déclare « Si la France donnait une préférence à ceux qui ont fait sécession contre ceux qui ont choisi la communauté, alors la sécession guinéenne ferait tache d'huile. » Le meilleur rempart contre une nouvelle colonisation de la Guinée a été la loyauté sans faille des anciens dirigeants du PRA, Barry Diawadou, Barry III, Bangoura Karim et Keïta Koumandiane dont le sens de l'État et le patriotisme ont été constants au service des Guinéens. Devant l'offensive intransigeante de certains milieux politiques et économiques français de nous faire payer cher notre choix, dont le général de Gaulle avait pourtant garanti que celui-ci serait respecté, les responsables guinéens serrent les rangs et les coudes autour de Sékou Touré pour relever le défi auquel la France nous acculait. En effet, c'est un véritable blocus politique, économique et culturel qu'elle nous impose, conformément à la déclaration que le gouverneur Jean-Ris Terrucci transmet au gouvernement guinéen, le 29/9/1958. Les liens amicaux et hospitaliers que les Guinéens ont toujours entretenus avec la France sont passés par perte et profit. J'ai rappelé les bonnes relations des fonctionnaires français qui ont servi en Guinée avec les populations, dans le rapport suivant que j'ai présenté à l'Institut universitaire de technologie de Sceaux en mars 2000, à l'invitation des étudiants et des professeurs de cet établissement. 4. Les relations franco-guinéennes.
4-1 de 1898 à 1958. La Guinée est un pays francophone, situé en Afrique de l'Ouest. Elle a été érigée en colonie le 13 mars 1893 et intégrée à l'AOF. Pendant 60 ans, la France l'a administrée dans une cohabitation paisible entre les Guinéens et les fonctionnaires coloniaux. Ni discrimination, ni confrontation armée, en dépit de la période des travaux forcés et de l'effort de guerre de 1939 à 1945, n'ont ensanglanté les relations entre les deux communautés. La Guinée était appréciée par les Européens à cause de son climat de montagne, clément et agréable, et de l'hospitalité légendaire de son peuple. Un établissement de convalescence, sorte de maison de repos, construit à Dalaba, au cœur du Fouta Djallon, accueillait les cadres civils et militaires français, surmenés ou terrassés par le paludisme, la chaleur et l'humidité tropicale, évacués des autres territoires de l'AOF. 4-2 de 1958 à 1975. Recevant le général de Gaulle le 25 août 1958 à Conakry, M. Sékou Touré, vice-président du gouvernement, déclare : « Nous avons quant à nous un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté, à l'opulence dans l'esclavage. Notre cœur, notre raison en plus de nos intérêts évidents, nous font choisir sans hésitation l'interdépendance plutôt que de nous définir sans la France et contre la France. » La réponse du général de Gaulle à ce discours de bienvenue, prononcé sur un ton péremptoire qui l'a agacé, est non moins péremptoire. L'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre le 28-09 en disant non à la proposition qui lui est faite, et dans ce cas je garantis que la France n'y fera pas obstacle. Elle en tirera bien sûr les conséquences, mais d'obstacle, elle n'en fera pas, et votre territoire pourra comme il le voudra et dans les conditions qu'il voudra suivre le chemin qu'il voudra. Blessé par l'accueil de Sékou Touré, le général de Gaulle fait annuler la réception organisée en son honneur. Il retire l'invitation qu'il avait faite d'emmener Sékou Touré et Saïfoulé Diallo dans son avion de commandement à Dakar, comme on le verra plus loin. La rupture entre la France et la Guinée était consommée. Les adieux officiels à l'aéroport de Conakry sous la forte pluie du mois d'août sont très froids. 2 mois après la proclamation de la République, le 2-10-58, les fonctionnaires français seront évacués, conformément à la déclaration suivante que le général de Gaulle fait remettre à M. Sékou Touré le 29-9-58 par le gouverneur Risterouchi. Par le vote du 28-9-58, les électeurs guinéens ont refusé l'adoption de la Constitution soumise à leur adoption. De ce fait, la Guinée se trouve séparée des autres territoires de l'AOF qui ont approuvé la Constitution. De ce fait, la Constitution ne sera pas promulguée en Guinée. De ce fait, la Guinée ne dispose plus d'une représentation valable à l'intérieur de la communauté, qu'il s'agisse des organismes africains ou métropolitains. De ce fait, la Guinée ne peut plus recevoir normalement le concours de l'administration de l'État français ni les crédits d'équipement. De ce fait, les responsabilités assumées par l'État français en Guinée doivent être révisées. Afin de ne pas perturber le fonctionnement administratif et financier du territoire, les fonctionnaires français, en service en Guinée, demeureront à leur poste dans l'immédiat, mais un plan de transfert de ces fonctionnaires, mutés à des postes identiques dans d'autres territoires, sera établi et réglé par le haut-commissaire en AOF, dans un délai de 2 mois, par voie progressive et méthodique. De même, la suspension des opérations d'équipement ne permettra aucune initiative nouvelle. Les fonctionnaires français quitteront la Guinée, à leur grand regret, selon leurs propos. La majorité d'entre eux garderont un souvenir impérissable de l'hospitalité vécue chez nous. Certains maintiendront des relations amicales étroites avec les réfugiés politiques et exilés guinéens, qu'ils rencontreront en France et dans les pays africains. Ils leur apporteront une aide matérielle et morale appréciable, pendant les années noires de notre calvaire. Ils sont remplacés par une assistance technique des pays de l'Est, Allemagne de l'Est, Bulgarie, Cuba, Pologne, Tchécoslovaquie et URSS. Pour affronter cette déclaration de guerre, il fallait verrouiller toute tentative de dislocation de l'unité nationale qui aurait déstabilisé notre souveraineté naissante. Pour cela, les dirigeants du PRA et du PDG décident de fusionner leurs partis dans le PDG.
Cette décision était une mesure préventive qui prenait en compte l'élimination brutale de Djibo Bakary, leader du parti Sawaba et vice-président du gouvernement loi-cadre du Niger. Démocratiquement élu, il avait le premier leader en exercice à avoir prôné le non, avant la Guinée. Pour cette raison, il avait été démissionné et chassé du pouvoir par l'intervention de l'armée française basée à Niamey. Barry Diawadou, Barry III, Bangoura Karim et Keïta Koumandiane, leaders du PRA, acceptent loyalement leur intégration dans le PDG dès 1959, malgré les réserves de ce dernier qui voulait sauver le caractère démocratique et pluraliste de l'Union nationale. Leur intégration dans le PDG donnera naissance au premier parti unique d'Afrique noire et fera école. N'ayant pas négocié cette fusion dans un rapport de force favorable, faute d'avoir consulté leurs partisans, les responsables du PRA se sont livrés sans le savoir ni l'avoir anticipé à leur futur bourreau. Keïta Koumandiane sera éliminé le premier dans le complot des enseignants en 1961. Les deux autres seront tués en 1969 au camp Boiro et Barry III sera pendu au pont Tumbo en janvier 1971. Bangoura Karim sera fusillé après l'échec du débarquement du 22-11-1970. Dans le cadre de la consolidation de notre indépendance, l'UGEEG contacte les étudiants guinéens et africains en fin d'études à Dakar et à Paris. Elle engage des démarches au sein de l'UGEAO et de la FEANF pour leur demander de manifester concrètement leur solidarité avec le nouvel État, conformément au mot d'ordre des étudiants d'Afrique noire, indépendance immédiate, lancé au 8e congrès de la FEANF en 1957. Ces deux organisations invitent les cadres africains, antillais et les anticolonialistes français à aller soutenir la Guinée. Les professeurs Joseph Kizerbo, professeur agrégé d'histoire et son épouse Jacqueline Koulibaly Kizerbo, professeur d'anglais, de Haute-Volta, Touré Mahaman, professeur de mathématiques, du Mali, Diop David, Libaïdi, professeur de lettres, Niang Seyni, professeur de sciences physiques, du Sénégal, Louis Béanzin, professeur de mathématiques, du Dahomey, Capé de Bana, professeur de lettres, du Cameroun, Mac Laurin, professeur de lettres, des Antilles et Jean Suré-Canal, professeur des '. Histoire, membre du comité central du Parti communiste français, répondent à l'appel de la FEANF et du gouvernement guinéen. Ils abandonnent leur poste confortable d'enseignants pour aller à Conakry assurer la rentrée scolaire 1958 à 59, boycottés par les fonctionnaires français, appelés à quitter la Guinée dans les 2 mois suivant la proclamation de l'indépendance. L'ingénieur sénégalais Sal Khalil, diplômé de l'École centrale de Paris, prend la direction du chemin de fer Conakry-Niger pour assurer la continuité du service public. Une dictature impitoyable s'installe dans le pays. Pendant plus de 20 ans, les relations franco-guinéennes furent, elles, une douche écossaise. Le président guinéen, tantôt accuse la France de complot, tantôt lui demande aide et coopération. 4-3. De 1975 à nos jours. Devant le naufrage guinéen, le président Giscard d'Estaing rétablit les relations diplomatiques en 1975. Mais les tentatives pour relancer une coopération économique et culturelle sérieuse n'ont abouti à aucun résultat concret. Ni l'enseignement, ni la santé n'ont profité de ces retrouvailles. Monsieur André Bettencourt, son envoyé spécial officieux, de retour d'un voyage privé à Conakry, déclare que le souci de Monsieur Sékou Touré est que la France ne laisse pas s'organiser contre lui une critique systématique qui met en cause nos relations. De 1975 à la mort de Sékou Touré, le 26 mars 1984, les relations franco-guinéennes se sont, semble-t-il, limitées pour un observateur extérieur exilé comme moi, à la réouverture des ambassades à Conakry et à Paris et à la nomination d'un personnel réduit pour assurer une présence physique à minima. Du côté guinéen, Sékou Touré met une sourdine à la guerre radiophonique accusant la France de comploter contre lui en échange de la restriction des activités des opposants vivant en France. La nomination de Sédou Keïta, son beau-frère, comme ambassadeur de Guinée à Paris, indique clairement la volonté de Sékou Touré d'exercer une surveillance policière pour intimider les opposants comme le prouve la tentative d'enlèvement du professeur Kaké Ibrahima à Paris à l'occasion de la visite du président guinéen à Paris en 1982. Il faut rappeler que Sédou Keïta,
est membre du comité révolutionnaire qui supervise les sévices infligés aux prisonniers politiques dans les cabines techniques du camp Boiro. Les Guinéens ne constatent aucun changement concret de leurs conditions de vie quotidiennes. La surveillance policière n'est pas démantelée, leurs difficultés matérielles pour nourrir, soigner leurs familles et scolariser leurs enfants ne trouvent aucune amélioration. La liberté de circulation à l'intérieur du pays est toujours tributaire des barrages routiers, permettant aux agents de police de légaliser toutes sortes de trafics au profit de leurs familles et de leur hiérarchie. Ils rançonnent les voyageurs et les transporteurs routiers. La libre entrée et sortie du pays n'est pas rétablie. Toute famille recevant un étranger doit, sans délai, aller le présenter à l'assemblée hebdomadaire du comité du PRL sous peine de prison. Les Guinéens qui espéraient le rétablissement des relations culturelles susceptibles de réintroduire l'enseignement de la langue française et donner un nouvel essor à l'école guinéenne sont déçus et désenchantés. Aucune existence ni aucune mesure en faveur des réfugiés politiques et des exilés n'est mentionnée dans les accords ni évoquée dans les déclarations des signataires des protocoles d'accord. Les frontières et les ambassades de Guinée restent fermées à la diaspora qui ne se sent pas concernée par cette réconciliation franco-guinéenne, dont il constituait pourtant un des enjeux. Du côté français, les retrouvailles avec la Guinée se traduisent par la prudence et le réalisme. Tirant les leçons des relations tourmentées imposées par Sékou Touré depuis le complot de 1960, la France fait profil bas pour préserver son retour dans cette riche région ouest africaine. Le président Giscard d'Estaing réagit aux demandes guinéennes d'encadrer les opposants guinéens, en interdisant la publication du journal Guinée Perspectives Nouvelles publié par le Rassemblement des Guinéens de l'extérieur, RGE, et du livre Prison d'Afrique, premier témoignage d'un rescapé du camp Boiro, Jean-Paul Alata, libéré après la réconciliation franco-guinéenne du 14-07-1975. Elle reprend peu à peu sa place dans le pays, si discrètement que les Français sont peu nombreux et presque invisibles. Ils occupent des postes stratégiques dans la sécurité et les sociétés minières, à l'abri des regards. Observant que les ministres de Sékou Touré n'ont aucun souci du bien-être des populations, ni aucun projet de développement économique, social et culturel, la France limite sa coopération à peu de choses visibles. On ne les voit ni dans les hôpitaux ni dans les écoles secondaires et supérieures comme à Abidjan, Bamako et Dakar. Il n'y a pas de chantier de travaux publics, alors que les capitales des pays voisins sont équipées de toutes les commodités grâce à la coopération de ces États avec la France. Celle-ci, répondant à leur appel, leur apporte sa coopération dans l'entretien des infrastructures héritées de la colonisation. Elle les aide ensuite à engager des nouvelles politiques agricoles, immobilières, scolaires et universitaires en faveur des populations. La médiocrité du régime guinéen, uniquement préoccupé par son maintien au pouvoir à vie, empêche la France de dynamiser sa coopération avec la Guinée. La corruption généralisée et l'incompétence des ministres et des hauts fonctionnaires ont sonné le glas de toute initiative guinéenne et de toute démarche extérieure pour sortir le pays de l'abîme de misère dans laquelle le peuple de Guinée est plongé. La Guinée, dont le général de Gaulle avait dit qu'elle était un devenir, n'est pas devenue un État. Les Guinéens ne sont ni libres ni prospères. 5. Les Guinéens face à la dictature du PDG. 5-1 La forfaiture de Sékou Touré. Après avoir contribué, avec les autres forces démocratiques, à la libération du pays, le PDG a finalement et rapidement confisqué le pouvoir au seul profit de ses dirigeants, de leurs familles et leurs inconditionnels. Son chef devient, grâce à une répression préventive permanente, entretenue pendant 26 ans, un tyran couronné responsable suprême de la Révolution après l'échec d'un débarquement, le 22-11-1970, de soldats portugais et d'exilés guinéens. Arrivé au pouvoir par la violence, le leader du PDG ne pouvait faire et n'a fait confiance à personne comme tout dictateur qui se respecte. Il avait peur de le perdre soit par le retour en grâce de ses adversaires, soit par l'intervention de l'ancien colonisateur. Dès lors, il n'aura de cesse de perfectionner son appareil répressif et de délation avec l'aide zélée d'agents inconditionnels, sans foi ni loi. Ces femmes et ces hommes n'avaient aucun scrupule, ni aucun état d'âme, ni aucune hésitation à sévir contre tout suspect de tiédeur dans la soumission à la personne du responsable suprême de la Révolution.
Ils exercent leur talent tortionnaire, sans faiblesse contre parents, amis, connaissances et anonymes dans les sinistres cabines techniques des camps militaires. Ils ont permis à Sékou Touré de faire le vide de leader potentiel tout au long de son règne. Cette hécatombe des cadres explique pourquoi aucune équipe de gouvernement n'a pu émerger pour redresser le pays plus de 20 ans après sa mort en 1984. Cette répression a conduit nos compatriotes dans un état de misère matérielle et morale, et une peur plus grande que sous le régime colonial. L'administration française, malgré les travaux forcés et tous les sévices exécutés par ses gardes-cercles africains, n'avait pas réussi à détruire les racines de notre hospitalité et de notre solidarité. Pour asservir les populations de façon profonde et durable, les inconditionnels du PDG ont transformé la Guinée en un immense bagne. Les cadres hérités de la colonisation exerçant les responsabilités de chefs de service qui ont connu les souffrances des cabines techniques, restent à jamais marqués par la brutalité de leurs bourreaux. Ceux-ci avaient été les employés subalternes des services publics dirigés par ces anciens fonctionnaires compétents et respectés dont Sékou Touré avait programmé l'élimination pour asseoir son pouvoir sans partage. Aucune famille, y compris celle des dignitaires, n'a échappé à cette terreur sauvage. Un seul exemple va illustrer cette férocité de la Révolution. L'arrestation de la célèbre Adja Bobo Diallo, sœur de Saïfoulé Diallo, l'idéologue du régime et longtemps numéro 2 du parti, illustre l'étendue de la répression. Cette femme, ménagère et commerçante de son état, a été considérée comme un danger pour le pouvoir de Sékou Touré par le parti. Si elle n'a pas été à l'école française, elle est par contre savante dans l'islam, ayant appris le Coran à l'école traditionnelle. Tous les acteurs de cette période de notre histoire contemporaine savent que la victoire du PDG doit beaucoup au ticket Sékou Saïfoulé, présenté aux élections législatives de janvier 1956 en plus du renversement des alliances opérées par l'administration en faveur du RDA négocié par Houphouët-Boigny, signalé plus haut. Malgré les liens de toutes sortes qui ont uni ces deux hommes jusqu'à leur mort, Sékou n'a pas hésité à emprisonner la sœur de son compagnon, le plus fidèle avec Beavogi Lansana. Cette femme a montré son dynamisme et son courage physique au monde entier lors de sa déposition au camp Boiro. Elle a été la seule personne détenue au camp Boiro qui a déclaré sincèrement et publiquement ce que tout le peuple de Guinée pensait sans oser le murmurer. Sa déclaration a été un réquisitoire accablant contre le régime, qui ne l'a diffusé qu'une seule fois. Bravant fièrement les tortionnaires, elle a décrit haut et fort l'échec du PDG en quelques phrases. En Guinée, le PDG ne s'est pas contenté ni limité à assassiner les élites du pays. Il a privé le peuple de nourriture et de toute vie confortable. Ainsi à la baie, lorsque le boucher tue un bœuf, toute la viande rouge, le foie et les abats sont envoyés à Conakry. Les habitants de la ville doivent se partager les pattes, la tête et la peau. L'ampleur et la durée de la répression ont permis au parti-État de créer une nation opprimée où les listes des Ba, Baldé, Bangoura, Bari, Beavogi, Camara, Diallo, Keita, Koli, Kourouma, So, Touré, Togba. C'est-à-dire des victimes originaires de toutes les régions, de toutes les ethnies et de toutes les couches sociales sont aussi longues les unes que les autres. Cette fureur sanguinaire cache un secret de famille non assumé de Sékou Touré, qui a cherché tout au long de sa vie à faire oublier ses origines douteuses. Léopold Senghor et Yaméogo, présidents du Sénégal et de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, ont parfois évoqué ce handicap du leader guinéen pendant leur querelle politique radiophonique. Il faut informer les jeunes et rappeler aux anciens les procédures de l'élection de l'Almami du Fouta Djallon, que les Peuls ont élaboré et mis en œuvre à la création du royaume théocratique au XVIIIe siècle. Les prétendants au titre d'Almami doivent être issus des familles qui ont instauré l'islam dans le pays. Ils sont d'abord soumis au concours de connaissance du Coran. Cette épreuve consiste à remettre dans l'ordre les pages non numérotées du livre saint. Il y a ensuite la simulation d'une sentence judiciaire et un exposé de connaissances juridiques pour évaluer la maîtrise du droit, c'est-à-dire la charia. Enfin et compte tenu de l'alternance de 2 ans au pouvoir, pour les 2 camps Alfaya et Soria, les maires des 4 meilleurs candidats, 2 pour chaque camp, sont soumises à une enquête de moralité. Ce bref rappel a pour but d'alerter les générations futures sur les dangers du manque de vigilance dans le choix des responsables à tous les niveaux.
Les histoires de vie abondent de situations où des handicapés familiaux et sociaux, prisonniers de frustrations subies pendant leur enfance dans leur famille et dans leur société, se vengent sur l'autre. Nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas effacer cette tragédie d'un trait de plume comme le font ceux qui ont profité des circonstances pour trahir nos traditions de tolérance et d'hospitalité. Sékou Touré nous a trompés une fois. Il faut éviter de refaire l'erreur commise par ceux qui l'ont fait roi. Appliquant une règle aussi vieille que l'humanité consistant à considérer l'autre comme un ennemi, le chef du PDG a liquidé sans procès et sans état d'âme les meilleurs fils du pays, ceux-là même qui s'étaient mis spontanément par patriotisme au service de son développement politique, économique, social et culturel. Comme toute dictature, ce parti félon n'a donné aucune chance à ceux qu'il décrétait être ses ennemis. Ses victimes ont été des proies cueillies par surprise en pleine nuit. Terrorisés par les méthodes brutales, cruelles et inhumaines des miliciens, les Guinéens, contraints de porter une tenue blanche uniforme, dormaient tout habillés, comme s'ils ne voulaient pas retarder leurs bourreaux qui avaient de nombreuses arrestations à exécuter chaque nuit à partir de 1971. Cette tenue blanche est devenue leur linceul. Cette hémorragie est la cause principale de la rupture de la continuité des générations. Elle explique les difficultés que nous rencontrons pour rassembler et unir nos compatriotes, malgré le rétablissement des libertés publiques en 1984. Le régime du PDG s'est livré à l'élimination physique des fonctionnaires de qualité exerçant leur métier avec compétence et dévouement au moment de l'indépendance, c'est-à-dire la période où le pays en avait le plus grand besoin. Il a contraint à l'exil les cadres formés dans les universités et écoles professionnelles françaises, nécessaires et indispensables au développement de la Guinée, sacrifiés froidement aux ambitions insatiables de pouvoir de Sékou Touré. En massacrant systématiquement ces cadres, il a bradé le capital de sympathie et de solidarité internationale des États et des organisations démocratiques qui se sont mobilisés, à travers le monde, pour soutenir notre existence en tant qu'État indépendant et souverain. Ces excès répressifs l'ont contraint à s'enfermer dans un bunker et à renoncer à participer en personne aux sessions de l'ONU et aux réunions interafricaines de l'OIA, de la CEDEAO et des organisations sous-régionales autour des fleuves Sénégal, Gambie, Mano River qui ont tous leurs sources en Guinée. Les assassinats massifs qu'il a ordonnés, notamment après l'échec du débarquement du 22/11/1970, ont fait de lui persona non grata dans les instances internationales. Se faisant remplacer par son Premier ministre, Louis Lansana Beavogui, cette absence a aggravé l'isolement dans lequel la France nous avait bloqués depuis 1958 et qui a poussé la Guinée dans les bras des pays communistes de l'Est. L'arraisonnement de l'avion transportant ce dernier revenant d'une réunion internationale par l'aviation ivoirienne en représailles de l'emprisonnement d'un haut fonctionnaire ivoirien, François Kamano, directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire, a cloué au sol de Conakry le fougueux responsable suprême de la Révolution. Cet enfermement a entraîné l'effacement de notre pays de la scène politique, et notre aura de pionnier de l'indépendance des anciennes colonies françaises d'Afrique noire. 5-2 Parlons des complots. Je n'évoquerai que les faits dont j'ai été témoin direct, ou dont les preuves sont irréfutables car connues de tous les contemporains des événements. D'emblée, il était évident pour tout observateur regardant la stratégie de conquête du pouvoir par le PDG, que dès 1959, Sékou Touré était déterminé à étouffer toute expression pouvant contester son pouvoir ou porter ombrage à sa gloire. Seuls les amnésiques et les opportunistes ont été surpris par la brutalité de sa méthode gouvernementale. Le docteur Touré Rachid et l'historien Kaké Ibrahima ont dénoncé dès 1957, sous le gouvernement de la loi cadre, cette soif ardente de pouvoir de celui qui deviendra notre tyran insatiable. Personnellement, j'ai senti son intolérance rancunière parce que j'ai gardé en mémoire 2 repères très précis de décisions autoritaires et arbitraires qu'il avait prises, et que personne autour de lui n'avait osé remettre en cause. Le premier repère se situe en 1958 à Dakar. Président la section de Dakar Fan de l'UGEEG, j'ai invité Sékou Touré, Saïfoulé Diallo, les docteurs Diallo Joseph, Doudou Gueye et Moussa Diakité, grands conseillers représentant la Guinée au Grand Conseil de l'AOF, en session à Dakar.
Ils sont venus rencontrer tous les étudiants guinéens à la cité universitaire pour parler de la fermeture de l'école normale de Kindia, dont les élèves avaient été licenciés pour avoir fait une grève de réfectoire. Lors de cette entrevue, les élus PDG ont opposé une fin de non-recevoir à notre demande de réintégrer dans leur école nos jeunes camarades dont la revendication alimentaire était légitime. À l'issue de cette réunion qui s'est déroulée dans un climat tendu, Touré Rachid et Kake Ibrahima attirent notre attention sur le comportement du leader du PDG qui n'a pas voulu prendre la parole, voulant nous signifier ainsi que nous ne pouvions pas être son interlocuteur. Le deuxième contact avec les dirigeants du PDG a lieu en mars 1959. Conduisant la délégation de l'UGEEG, composée de Thiam Tierno Djibi, Sisavane Saïkou Oumar et moi-même, au congrès constitutif de la jeunesse du PDG, la JRDA, à Conakry, Saïfoulé Diallo et Ismaël Touré ont refusé de nous donner la parole pour exposer notre opposition à notre intégration. Nous voulions expliquer aux congressistes que notre statut d'étudiant, engagé dans des associations africaines et internationales, UGEAO, FEANF, UIE, était incompatible avec une appartenance à un parti politique. Ils nous ont dit: ou vous adhérez à la JRDA ou vous ferez vos congrès entre ciel et terre, mais jamais sur le sol de Guinée. Ils se sont servis de Bangoura Mbemba, Diallo Mouktar Dongol et Thibou Tounkara pour museler notre délégation qui est retournée à Dakar et à Paris sans avoir pu s'exprimer. Tous ceux qui attribuent à la seule volonté de Sékou Touré la paternité de la libération de notre pays sont des menteurs, des imposteurs et des falsificateurs de l'histoire. Ils occultent les hésitations du PDG à opter pour le nom auquel il s'est rallié le 14/9/1958, 2 mois après le PRA qui avait décidé de voter non dès juillet 1958 à son congrès fédéral de Cotonou et 14 jours seulement avant le vote. Les autres organisations démocratiques avaient donné le mot d'ordre indépendance immédiate dès le mois de juin, lorsque le général de Gaulle avait présenté son projet de constitution prévoyant l'option soit pour l'indépendance immédiate, soit pour l'interdépendance dans la communauté franco-africaine. Si incontestablement, Sékou Touré a joué un grand rôle dans la lutte de libération, il a non moins incontestablement trahi sa mission de guide de la construction d'une nation guinéenne déjà vivante. Il a, au contraire, conduit le pays dans un gouffre sans fond dont nous avons du mal à sortir plus de 20 ans après sa mort. Il est notre maréchal Pétain. Il est passé de la gloire à la forfaiture. Toute son action, tout son génie politique et son art oratoire, inégalable, tant il était infatigable, ont été orientés et utilisés vers un seul et même but. Il voulait à tout prix conserver le pouvoir qu'il a conquis de haute lutte pour assouvir 2 ambitions. Humilier ses anciens camarades, devenus ses courtisans et asservir le peuple. Il a été amplement aidé dans cette tâche par les cadres opportunistes qui se sont mis à son service et lui ont façonné une image de patriote africain sans égal, adulé et adoré. Ils ont accrédité le mythe qu'il était investi de la mission prédestinée de chasser les Blancs qui avaient capturé en 1898 Samori qui serait son grand-père, et dont il s'est réclamé jusqu'à sa mort. Il était écrit que cet événement surviendrait le 28/9/1958, soit très exactement 60 ans après les faits, selon ces marabouts, ces charlatans et autres manipulateurs de Coris. Sékou Touré reprend cette légende à son compte dans un discours prononcé à la mairie de Paris, lors de sa visite officielle en France en 1982. Il déclare : « Certes, celui qui vous parle a subi le fait colonial. Ses 2 grands-parents, maternels et paternels, sont morts en exil, l'un au Gabon et l'autre à Madagascar. L'opinion française ignore un autre fait historique. C'est que l'Almami Samori Touré, empereur de Guinée, a été arrêté le 29 septembre 1898. Donc son pouvoir s'est arrêté le 28 septembre au soir. Car le 29, après son arrestation, il ne faisait que 6 heures du matin. Et le référendum se tenait à la même date jour pour jour. Coïncidence qui n'a pas de signification pour les autres. Mais pour la Guinée a une forte signification. C'est pourquoi le 28 septembre, unanimement, le peuple guinéen s'est prononcé pour l'indépendance. Si cette filiation est vraie, elle pourrait alors expliquer la brutalité de son règne. En effet, les faits de guerre de ce redoutable chef militaire, empereur du Wassoulou,
se retrouve dans les méthodes de gouvernement du chef du PDG, bien que le contexte de l'exercice du pouvoir et l'époque historique soient totalement différents. Les historiens africains, cherchant des héros africains ayant lutté contre la conquête coloniale, ont sacré Samori et Alpha Yaya comme patriotes africains. Ils ont fait admettre la thèse que les griots africains étant la mémoire vivante de notre histoire, leurs chants guerriers illustrent la gloire de nos rois. Pour réfuter les récits des ethnologues et des historiens européens du XIXe siècle, contemporains de ces rois, rapportant la cruauté des guerres intestines que ceux-ci menaient entre eux, nos historiens ont accrédité la thèse que nos rois furent des bâtisseurs d'empires. Mais on ne voit nulle part, ni à Cancan, ni à Kerouané, ni à Labé les traces et les vestiges de leur règne, 60 ans après leur mort. Concernant ces deux chefs, de nombreux écrits d'époque, laissés par des érudits locaux respectés, témoins contemporains des faits, montrent la brutalité de leur pouvoir, semblable d'ailleurs en cela aux mœurs de l'époque. Ainsi, les récits de chefs du Fouta à propos de leur conflit avec Karamoko Abal, chef du Boketo, révèlent un climat édifiant de guerre interminable qu'ils ont mené entre eux d'abord et ensuite leur alliance avec Samori. Cette dernière est illustrée par l'expédition que celui-ci mena contre Karamoko Abal entre 1872 et 1879, à la demande de l'Almami Ibrahima Dongol Fela, comme le montre ce passage publié par les chroniques du Fouta Djallon. Suite à plusieurs conflits entre le chef de Boketo, Karamoko Abal et le Fouta, remporté par le premier, l'Almami du Fouta Ibrahima Dongo Fela réunit une grande fortune qu'il envoya à l'Almami Samoudou, Almami Samori Touré, NDLR, roi du Levant à qui il demande de combattre Karamoko Abal et de le tuer. Il lui promit tous les biens et les hommes du pays de Karamoko Abal. L'Almami Samodou envoya 2 chefs parmi les stratèges de son armée, connus pour leur courage et leur ardeur au combat. Le premier était Kemoko Bilali de Hermakono, le second Morifandian. Ils arrivèrent au moment de l'harmattan et encerclèrent Boketo, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.